Le Premier ministre Netanyahou avertit qu'il y aura une réponse très sévère si l'Iran attaque Israël. Cela survient alors que des rumeurs entourent sa prochaine rencontre avec le président Trump. Le Premier ministre compte-t-il proposer une nouvelle offensive contre l'Iran et comment le président réagira-t-il face à la montée des isolationnistes chez Make America Great Again? Israël sans diplomatie débute maintenant. Shalom et bienvenue dans un nouvel épisode d'Israël sans diplomatie. Je suis Marc Regev, l'animateur à Jérusalem, et ma co-animatrice Ruthie Bloom est à New York où elle s'est rendue pour les funérailles de son père. Et Shiva Ruthie, j'espère que tu vas bien. Eh bien, merci Marc. Oui, ça va. Ensuite, on pourra en discuter d'une certaine façon. C'est lié à notre sujet d'aujourd'hui à cause de la prochaine rencontre de Netanyahou avec le président Trump à Mar-a-Lago. Et puisque apparemment le sujet principal est l'Iran. Et c'était vraiment la bête noire de mon père ces dernières décennies, donc cela a vraiment un lien. J'étais heureuse qu'il ait vécu assez longtemps pour voir Israël bombarder l'Iran et que les États-Unis se joignent à eux avec les bombardiers B-2. Heureusement, il a vécu assez pour voir cela et a eu une vie bien remplie. Il a presque 96 ans. Mais c'est intéressant, je dois dire, pendant la Shiva, de voir les Juifs américains et d'entendre beaucoup de leurs points de vue, dont certains m'ont vraiment surprise. Eh bien, tu as bien sûr totalement raison quand tu parles de la question iranienne qui est clairement au premier plan. Quand Netanyahou rencontre Trump à Mar-a-Lago, il est clair qu'il y a des affaires non terminées maintenant. Quand le président Trump est venu et a parlé à la Knesset, peu après la signature du cessez-le-feu à Gaza en octobre, nous en parlerons plus tard car ce sujet sera abordé lors de la rencontre des deux dirigeants. Mais il a dit clairement que si les Iraniens recommencent à rétablir leur programme nucléaire, ils peuvent s'attendre à une nouvelle frappe contre eux. Il est resté assez vague. S'agit-il d'une frappe israélienne soutenue par les États-Unis ou d'une participation américaine comme la dernière fois? Mais il a été très clair dans son message aux Iraniens concernant le programme nucléaire. Si jamais ils essaient de reconstruire leurs armes nucléaires, s'ils essaient de relancer leur programme nucléaire militaire, alors ils peuvent s'attendre à une frappe. Mais là où ce n'est pas clair pour moi, Ruthie, c'est sur la question des missiles balistiques, qui est un sujet de grande préoccupation, parce que nous avons vu pendant la guerre de 12 jours, que nous avons traversé au milieu de l'année, que les armes conventionnelles iraniennes peuvent causer de grands dégâts dans les villes à travers Israël. De nombreuses victimes. Il n'y a pas de réponse facile. Nous interceptons beaucoup de ces missiles avant qu'ils n'explosent en Israël, mais malheureusement, trop passent encore. Tu peux toujours te promener à Tel Aviv aujourd'hui, comme tu le sais en tant qu'habitant, et voir des bâtiments endommagés par les missiles iraniens. Et pour Israël, s'ils reconstituent leur programme de missiles balistiques, c'est aussi une ligne rouge claire, comme l'a déclaré le gouvernement israélien. Penses-tu que Washington partage cette préoccupation, ou bien le président Trump ne s'inquiète-t-il que de la question nucléaire? Je pense que le président Trump peut être convaincu que c'est une question cruciale. Je pense que l'un des problèmes avec cette administration, c'est que même si le président Trump et certains membres de son administration ont été extrêmement compréhensifs envers la situation d'Israël et qu'ils comprennent que ce n'est pas seulement Israël qui est concerné, nous avons même entendu l'ambassadeur Mike Huckabee il y a quelques jours à la conférence de l'Institut national des études de sécurité à Tel Aviv dire cela, il disait cela. C'est un danger pour l'Europe, pour le monde. Ce n'est pas seulement pour Israël. Et toute personne qui ne le comprend pas, disait-il. Quelque chose comme les Européens qui ne comprennent pas cela sont stupides. Je pense qu'il a utilisé ce mot au sens propre. Donc oui, mais il y a une autre branche de l'administration, des gens qui murmurent aussi à l'oreille du président Trump, et c'est ce que j'appelle la branche Tucker Carlson. Ou, vous savez, James David Vance, le vice-président. Il est beaucoup plus isolationniste, je l'ai déjà dit. C'est quelqu'un qui essaie de ne se mettre personne à dos dans le parti républicain, y compris les véritables méchants là-bas, dont certains sont carrément antisémites.
Et il essaie de ne pas les froisser parce qu'il a en vue la primaire présidentielle dans 3 ans. Il tente de ménager la chèvre et le chou, de faire des clins d'œil aux deux camps, mais cela ne fonctionne pas ici. Je voudrais aussi vous rappeler, quand vous avez parlé des missiles balistiques, vous savez tout d'abord, le Hezbollah au Liban a aussi dit « Iran, il faut que tu nous réapprovisionnes ». Ce n'est pas seulement l'Iran. L'Iran est la tête du serpent. Nous l'avons vraiment affaibli, y compris financièrement. L'Iran est aujourd'hui dans une très mauvaise situation. Cependant, il dépenserait son dernier sou à essayer d'affirmer son hégémonie dans la région et dans le monde, plutôt que de nourrir son peuple. Et c'est un grand danger. Mais les Israéliens aussi nous en avons assez de vivre et courir constamment dans des abris antibombes. Quand il y avait ces attaques de missiles, surtout de la part de l'Iran, et vous savez, c'est difficile nous ne pouvons pas revenir à ça. Donc il y a un problème ici, c'est celui des priorités. Oui, si vous êtes Israël, l'Iran est l'ennemi numéro 1, c'est la menace la plus importante. Comme tu l'as dit, Ruti, l'Iran finance aussi d'autres menaces comme le Hezbollah, les Houthis ou le Hamas. Oui, mais la tête du serpent, pour ainsi dire, est à Téhéran et c'est ainsi qu'Israël le voit. Et Israël n'aime pas l'idée de l'Iran. En utilisant maintenant cette période de calme relatif pour reconstruire ses capacités, il y a une question ici, Amérique. Et dans une certaine mesure, peu importe qui est à la Maison-Blanche, même si c'est évidemment très important, mais sur ce point, ça ne change rien. L'Amérique est une puissance mondiale avec des intérêts mondiaux et elle s'inquiète de la Chine et elle s'inquiète de la Russie. Et elle s'inquiète aussi de l'Iran. Et dans la mesure où le programme de missiles balistiques de l'Iran, lorsqu'il est dissocié du programme nucléaire, rien qu'avec des explosifs conventionnels, nous avons vu les dégâts qu'ils ont causés à Tel Aviv et dans d'autres villes à travers Israël, ainsi que les pertes humaines qu'ils ont provoquées. Est-ce qu'Israël va rester les bras croisés et les laisser reconstruire leur capacité militaire non nucléaire? Israël a été clair, nous ne le ferons pas. Mais encore une fois, je ne suis toujours pas convaincu ou je ne suis pas sûr que les Américains soient sur la même longueur d'onde. En ce qui concerne la menace conventionnelle de l'Iran, c'est clair une fois de plus, le président a été sans équivoque lorsqu'il a parlé de la menace nucléaire. Mais je ne suis tout simplement pas sûr. Et c'est l'une des questions parmi d'autres qui, selon moi, doit être discutée entre les deux dirigeants à Mar-a-Lago. Oh, absolument, mais vous savez, c'est aussi l'un des rôles des ambassadeurs et l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis, Yekir Leider. Vraiment, l'un de ses rôles est de transmettre le message de Jérusalem à Washington concernant les préoccupations d'Israël. Et parce qu'il s'exprime si bien et qu'il sait vraiment Comment exposer les intérêts d'Israël? la position d'Israël. Si quelqu'un peut faire pression, ce n'est pas seulement Donald Trump en particulier, ce n'est pas seulement le président, c'est aussi le Congrès, ce sont les personnes autour du président. Je pense que c'est vraiment une bonne personne pour le faire. Évidemment, Netanyahou est la personne clé pour le faire. Nous parlons aussi de ce qui se passe en chemin, pas seulement lorsqu'il va à sa réunion à Mar-a-Lago. Maintenant, vous savez, il faut préciser que beaucoup de tout cela n'est que spéculation. Et l'une des raisons pour lesquelles nous spéculons autant et essayons de faire, je ne sais pas. Je dirais que c'est une forme de gestion de crise parce que Axios et son auteur, le journaliste israélien Barak Ravid, passent beaucoup de temps à publier des articles affirmant que Trump en a assez de Bibi. Il est en colère contre Israël et il va lui passer un savon quand il viendra à Washington. Et vous savez, ça nous fait un peu rire parce qu'à chaque fois qu'il y a un tel rapport, les États-Unis et Israël sont sur la même longueur d'onde concernant toutes sortes d'opérations militaires très importantes, y compris la dernière fois où les États-Unis se sont joints à la frappe d'Israël contre l'Iran. Mais pas seulement les autres. Donc, vous savez, mais il y a beaucoup de plaisanteries qui circulent. Par exemple, dès qu'Axios dit que l'administration Trump en a fini avec Israël, on sait qu'une grande opération se prépare et est en cours de préparation. Donc, j'irai maintenant en Syrie. Et est-ce qu'il est possible qu'Israël et les États-Unis ne soient pas non plus sur la même longueur d'onde concernant la Syrie? Nous avons vu le président syrien Achara, il était récemment à la Maison-Blanche.
la première fois depuis des décennies qu'un Syrien, je pense même que c'est peut-être la toute première fois qu'un Syrien, en tant que chef d'État, a été reçu par le président. Nous avons vu le président lui parler avec beaucoup d'affection et le louer. Il avait dit que, vous savez, c'est un bel homme, je crois, ou un homme attirant, je pense. Il l'a dit. Il l'a décrit comme un dur indispensable dans ce quartier difficile. Il lui a offert un cadeau, il a offert un cadeau à sa femme, du parfum et ainsi de suite, et le langage corporel était très chaleureux. Maintenant, Israël se méfie beaucoup de ce dirigeant syrien. C'est pour cela que nous avons déplacé nos forces dans le sud de la Syrie et sommes intervenus. Après avoir pris le contrôle de Damas, nous avons éliminé l'armée syrienne par crainte qu'elle ne forme une force puissante. Et pour de bonnes raisons, car cet homme a un passé de djihadiste. Il a grandi dans une zone contrôlée par Al-Qaïda et Daesh, et maintenant, il veut que nous croyions tous qu'il a changé, et le président Trump donne l'impression de penser qu'il a peut-être changé. Alors, est-ce encore un domaine où le premier ministre israélien et le président américain vont diverger? Je pense qu'Israël et l'Amérique ne sont pas sur la même longueur d'onde, ni en ce qui concerne la Syrie, ni en ce qui concerne la Turquie. Mais vous avez mentionné la Syrie. Des soldats américains ont été tués en Syrie et Donald Trump a dit « c'est fini, on va riposter », puis il l'a fait. Mais c'est là qu'il y a une divergence. Selon des rapports en Israël, il y a différents rapports. Mais selon certains rapports, les terroristes qui ont tué les soldats américains faisaient en réalité partie des forces syriennes d'Achara, qui ne font pas partie des forces qui essaient de rétablir, vous savez, un gouvernement syrien pacifique, donc si c'est le cas, mais s'ils faisaient partie des forces gouvernementales d'Achara. Et Trump essaye de brouiller cela, ou il ne le sait pas et il le croit. Oh non, ce sont juste Al-Qaïda, leurs forces d'opposition. Donc c'est très mauvais. Maintenant, nous n'en sommes pas certains, mais je fais confiance, puisque, vous savez, je dois le dire, je fais confiance. Les rapports israéliens indiquent que cette attaque ne venait pas seulement des forces d'opposition en Syrie. Donc, c'est un problème, parce que si Trump est tellement fasciné par Bachar, qui, vraiment, je ne crois pas qu'il ait changé de comportement. Et je sais que tu dis toujours, nous le sommes tous. Nous basons nos politiques sur nos intérêts et vraiment, je pense que, tu sais, il est encore trop tôt pour dire si nous avons des intérêts communs avec Bachar. Jusqu'à présent, je ne pense pas. Avec la Turquie, c'est certain, nous n'en avons pas. C'est un mauvais acteur. Et tu sais, le président Trump dit toujours qu'ils sont nos amis et que la Turquie veut prendre une place et jouer un rôle à Gaza après la guerre. Et la seule chose qui vraiment, je dirais, nous sauve de cette impossibilité, disons, cette éventualité, c'est le fait que personne n'en a envie. La soi-disant force internationale. Personne ne veut vraiment cette responsabilité. Sauf, bien sûr, la Turquie, parce que la Turquie a de la malveillance envers Israël. Elle veut agir. Donc, nous sommes très inquiets pour Gaza après la guerre. Et nous n'avons toujours pas le corps de Ron Gvili, le dernier otage décédé encore à Gaza. D'ailleurs, nous savions que cela allait arriver. Quand il ne restait plus qu'un seul otage, il devait être rendu. Nous savions que le Hamas le retiendrait ou la retiendrait. Donc, tu as raison de parler de Gaza, qui est aussi un sujet important. Tout le monde en parle. Passons à la deuxième étape du plan de paix de Trump. Évidemment, cela dépend de la libération des otages, mais cela pourrait arriver très bientôt. La question est, je veux dire, les Américains ont publié leur plan pour l'avenir de Gaza il y a seulement quelques jours. Je crois qu'ils l'appellent Sunrise. Et Gaza va devenir un endroit merveilleux avec des technologies de pointe, une économie intelligente et la prospérité. Pour reprendre le vieux cliché, ce sera vraiment le Singapour du Moyen-Orient ou le Dubaï du Levant. Oui, mais cela dit, beaucoup d'Israéliens sont très cyniques et au final, c'est ceci. Le cessez-le-feu, du point de vue d'Israël, repose sur le désarmement du Hamas et la fin de son pouvoir. En d'autres termes, ils perdent leur contrôle militaire et politique sur la bande de Gaza et la bande de Gaza est démilitarisée. C'est l'essentiel pour Israël. C'est pourquoi nous avons accepté l'accord de cessez-le-feu. Cela fait partie des 20 points de Donald Trump.
Gaza est démilitarisé, le Hamas n'a plus le pouvoir effectif sur la bande de Gaza, il n'a plus le contrôle politique et ils sont désarmés. Le Hamas est désarmé. Ce sont les objectifs de guerre d'Israël depuis le tout début du conflit et nous avons été très, très heureux de voir que Trump les a inclus dans ses arrangements de cessez-le-feu. Il est clair que le Hamas refuse de se désarmer. Quel groupe terroriste abandonnerait volontairement ses armes? Je ne pense pas qu'il y en ait, mais il faut exercer une pression sur le Hamas, une pression continue. Cela pourrait signifier une pression militaire israélienne ou diplomatique de la part des principaux alliés sunnites du Hamas, comme le Qatar et la Turquie. Mais pour l'instant, il est trop tôt pour dire si cela fonctionne ou non, maintenant. Devrais-je m'inquiéter, Ruti? Et je vais te poser la question suivante. Lorsque le Hamas s'est adressé au peuple américain plus tôt cette semaine Désolé, la semaine dernière, lors de son allocution nationale, il a évoqué la paix au Moyen-Orient, non? Et d'une certaine manière, je veux dire, il a obtenu l'accord de cessez-le-feu. Mais il est clair qu'à Gaza, ce n'est pas terminé. Dans quelle mesure Donald Trump veut-il vraiment tenir bon ou se contente-t-il d'avoir obtenu l'accord et passe-t-il à autre chose? Et pourtant, les éléments sont encore très instables. Là-bas, à Gaza, nous ne savons pas ce qui va se passer si le Hamas refuse de déposer les armes. On revient à la case départ. Cela signifie peut-être une nouvelle opération militaire israélienne. Si les Américains n'utilisent pas avec succès le Qatar et la Turquie, comme ils l'ont fait par le passé, pour faire pression sur le Hamas afin qu'il fasse ce qu'il faut, alors on peut dire adieu à toute chance. Le Hamas a peu de chances de se démilitariser volontairement, ce qui forcera Israël à reprendre la pression militaire comme avant le cessez-le-feu. Je veux dire, pensez-vous qu'Israël et les États-Unis sont sur la même longueur d'onde sur cette question? Non, je suis très inquiète à ce sujet parce que les deux pays, nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. En quelque sorte, en théorie, d'accord, oui, le Hamas doit se désarmer. Le Hamas ne se désarme pas. Le Hamas doit être désarmé, vaincu et éliminé. Le fait que Jared Kushner et Steve Witkoff soient déjà impliqués, il y a déjà comme une musique de fond qui joue, selon laquelle, nous pouvons vivre avec le Hamas toujours à Gaza, d'une certaine manière, peut-être qu'ils seront dans une partie séparée de Gaza. Il y a toutes sortes de fantasmes ridicules. Ce n'est pas que les États-Unis sont du côté du Hamas. Non, ce n'est pas ce que j'essaie de dire, mais c'est comme si nous voulions ce fantasme. Nous voulons avoir, vous savez, la Riviera du Moyen-Orient à Gaza, et malheureusement, les terroristes gâchent notre fantasme. Alors, ajustons-le. Ça arrive souvent dans les relations internationales, surtout avec les Occidentaux qui croient simplement que tout le monde veut juste s'entendre et avoir la paix. Tu viens encore de le dire, le Qatar et la Turquie doivent leur faire pression en rappelant que le Qatar représente le Hamas, la Turquie c'est... La Turquie veut qu'Israël soit rayé de la carte. Donc, tu parles de médiateurs et de personnes censées faire ça qui sont du côté de l'ennemi. Donc, tu vois, tu sais. Et même l'Égypte, avec laquelle nous avons un traité de paix de longue date, l'Égypte est devenue et agit comme un membre hostile dans toute cette situation. Ils disent « Non, nous ne voulons pas. Nous ne rencontrons pas les Israéliens comme si nous n'avions pas de traité de paix avec eux. » Donc, je suis très sceptique à propos de tout cela et malheureusement, tu sais, je dois le dire, les Israéliens, voici un gros problème. Quand il n'y a pas un 7 octobre ou un événement horrible majeur comme en Australie, l'attaque terroriste de la plage de Bondy. Quand il y a un événement dramatique, certaines personnes disent « Oh là là, ils sont sérieux. Nous devons faire quelque chose dès que ça se calme un peu, comme nous l'avons vu récemment. » Et avec le plan en 20 points de Trump. Et oui, Israël a vraiment affaibli tous les ennemis dans la région. Tout le monde se calme un peu et oublie que la menace est toujours là. Je souhaite répondre, Ruti, avec votre accord. Premièrement, même si la relation avec l'Égypte peut parfois être difficile, le traité de paix existe depuis près d'un demi-siècle maintenant. Et c'est une bonne chose, n'est-ce pas? La paix entre Israël et l'Égypte est très importante pour la sécurité d'Israël, elle est importante pour l'Égypte, et je pense que les deux parties ont intérêt à préserver ce traité de paix. C'était le premier traité de paix entre Israël et un pays arabe. Et jusqu'à présent, malgré tous les problèmes, avec tous les hauts et les bas, il a résisté à l'épreuve du temps.
Il y a quelques jours, Israël a annoncé un accord gazier avec l'Égypte pour vendre du gaz israélien. Qui aurait pensé que l'État juif deviendrait un exportateur d'énergie vers un pays arabe? Eh bien, c'est arrivé et cela se passe au grand bénéfice de l'Égypte, qui reçoit du bon gaz et du gaz moins cher. Et c'est aussi un avantage pour Israël parce que nous le vendons. Et cela construit une relation économique entre les deux pays, ce qui, j'espère, renforcera aussi les autres relations. Une relation économique solide peut souvent renforcer une relation bilatérale. Vous affirmez que la Turquie, c'est le Hamas ou similaire. Je ne me fais aucune illusion sur les Turcs, mais c'est une erreur d'assimiler la Turquie au Hamas. La Turquie est dirigée par quelqu'un partageant la vision des frères musulmans et n'est pas un ami du peuple juif ni d'Israël. On sait qu'il a déjà eu des propos antisémites, mais il semble plus préoccupé par la construction d'un nouvel empire ottoman que par le Hamas. Le Hamas est un outil pour lui, le Hamas est un allié, mais je fais une distinction entre la Turquie et le Hamas. Le meilleur exemple, c'est juste avant le 7 octobre, le le président d'Israël a effectué une visite officielle en Turquie. Ils ont déroulé le tapis rouge et tout le monde était très cordial. Cela n'aurait pas pu arriver s'ils avaient été le Hamas. Je ne nie pas qu'ils puissent représenter une menace, je ne nie pas qu'ils puissent être un adversaire, mais ils ne sont pas exactement le Hamas. Je pense que c'est incorrect. Mais nous devons discuter d'une dernière chose avant de finir. Nous n'avons pas parlé du Liban. Et il y avait aussi toutes ces discussions de Washington, que le Hezbollah doit être désarmé d'ici le 31 décembre, d'ici la fin de cette année, et nous approchons très rapidement de la fin de l'année. Et jusqu'à présent, cependant, la puissance militaire du Hezbollah a été sévèrement, significativement réduite par les frappes militaires israéliennes. Le gouvernement libanais était censé agir, aller jusqu'au bout, il devait démilitariser le reste. Oui, la force résiduelle du Hezbollah, cela n'a pas eu lieu, et le Hezbollah reste une force armée, reste une menace moindre, mais il veut se retrouver dans une position où il peut représenter une sorte de menace mineure et reconstruire son potentiel. Nous approchons de la fin de l'année. Israël, bien sûr, continue de frapper les cibles du Hezbollah lorsque cela est nécessaire au Liban. Mais où en est Donald Trump sur ce sujet? Encore une fois, il ne regarde plus le Liban, sans pression sur le gouvernement libanais, ni pression militaire israélienne, ils ne désarmeront pas le Hezbollah. C'est évidemment difficile pour eux, ils ne vont pas le faire. Le gouvernement libanais ne le fera pas, à moins d'être sous pression de l'Amérique et d'autres pour le faire, et pour le faire maintenant. Non, absolument. Donc, ce que nous devons voir, c'est à quel point le président Trump s'en souvient ou à quel point les gens autour de lui le lui rappellent. Parce qu'il a été extrêmement solide tout au long, mais vous savez, il est imprévisible et de temps en temps, il dit quelque chose qui nous rend nerveux. Mais tant qu'il n'empêche pas Israël de faire ce qu'il doit faire, c'est déjà important pour Israël. Ce n'est pas que nous attendions de l'Amérique qu'elle fasse le travail à la place d'Israël, mais nous avons vraiment besoin que l'Amérique ne nous menace pas ou ne nous empêche pas de faire ce qui doit être fait. Et comme vous l'avez dit, nous jouons à la taupe au Liban et à Gaza parce que tout ce désarmement n'a pas eu lieu. C'est comme si nous avions cette mini-guerre d'usure en cours et nous ne voulons pas la mener. Nous ne voulons pas avoir à continuer à nous battre, mais nous allons devoir le faire. Parce que, et même depuis l'Égypte, des drones passent depuis l'Égypte. Partout où vous regardez, il y a des activités terroristes qui se reconstruisent et qui sont menées et ils savent ce qu'ils font. D'accord, car il avait été vaincu. Mais il suffit que ces petits terroristes barbares sortent de ce tunnel, de cet autre tunnel, se réarment un peu. Pour nous obliger à les éliminer, on les élimine. On dirait que c'est nous les agresseurs. Tu sais, ça fait partie du plan terroriste. Comme ils ne peuvent pas vaincre Israël militairement, ils le font sur la scène internationale, ils le font en jouant les victimes, etc. C'est ça qui m'inquiète. Mais j'ai quand même l'espoir que cette réunion à Mar-a-Lago, si elle a vraiment lieu. Parce que je crois que le président Trump a dit que quelque chose comme « oui, il espère que ça aura lieu la semaine prochaine ». Je veux dire, ça n'a pas été officiellement annoncé, mais c'est censé avoir lieu le 29 décembre. J'espère, puisqu'il s'entend bien avec Netanyahou, Albert, la question maintenant est la suivante. J'espère que ce qu'ils préparent entre eux, c'est quelque chose que même toi et moi, on ne sait pas exactement ce qui se passe.
Et c'est une bonne chose. Je préfère qu'il se passe quelque chose en coulisses dont on n'est pas au courant. C'est extrêmement efficace et il y a tout ce battage autour de la paix qui éclate partout. Je préférerais qu'il se passe quelque chose en coulisses. Comme nous l'avons déjà vu et lors des opérations conjointes, donc nous verrons, il faut attendre et voir. Donc, nous avons parlé de Ruti, nous avons discuté de ce qui est sur la table à Mar-a-Lago, nous avons parlé de l'Iran, nous avons parlé de Gaza, nous avons parlé de la Syrie, nous avons parlé du Liban. Nous n'avons pas parlé de l'Arabie saoudite, probablement parce que nous manquons de temps et, deuxièmement, personne ne semble parler de l'Arabie saoudite. Récemment, beaucoup pensaient qu'une percée serait négociée par Trump, l'extension des accords d'Abraham, un traité de paix pour la normalisation entre Israël et l'Arabie saoudite. Personne ne semble en parler. Je suis inquiet, je crains que les Saoudiens aient obtenu tout ce qu'ils voulaient de l'Amérique sans accord de normalisation avec Israël et que leur motivation pour conclure un tel accord ait diminué. Si obtenir les F-35, la coopération économique et les accords de défense stratégique ne nécessitent pas la paix avec Israël, quelle serait leur motivation pour la conclure? N'abordons pas ce sujet maintenant. Je suis inquiet, sauf si tu as raison, car tu as dit quelque chose de très optimiste pour nous tous. On ne sait pas ce qui se passe porte fermée, donc cela pourrait poser problème. Je voulais juste finir, si tu permets, l'épisode d'aujourd'hui. Tu es à New York, tu étais là pour les funérailles de ton père vendredi. Tu faisais la Shiva, la manière juive de faire le deuil pendant la semaine qui suit les funérailles. Tu recevais des invités. Ça a été une période difficile pour toi. Ça a été une période difficile pour toute ta famille. Ton père était un grand intellectuel public, l'un des grands intellectuels publics de la seconde moitié du 20e siècle, et même au début de ce siècle, il est décédé. Il avait environ 96 ans. Et ton père, Norman Podhoretz, était un intellectuel public exceptionnel. Il abordait tous les sujets, comme tu l'as mentionné au début, relations internationales, politique intérieure américaine. Il était un amoureux de l'Amérique et un amoureux d'Israël, et je me suis dit qu'on pourrait te laisser les dernières minutes pour parler un peu de ton père. R-U-T-H-I-E. D'accord. Eh bien, en fait, tu sais, tu m'as demandé avant l'émission si je voulais peut-être lire à voix haute ce que le premier ministre Netanyahou m'a demandé de lire lors des obsèques de mon père. Il a rédigé une sorte de déclaration, un éloge, un court éloge pour mon père. Je peux faire ça, ça résume tout car on parle de mon père, c'est dit. Oui, c'était un grand intellectuel public, mais lui et moi, la plupart des choses dont nous parlions, je ne pourrais pas les citer à l'antenne. Parce qu'il y avait beaucoup de langage grossier, beaucoup de taquineries très irrévérencieuses. Je veux dire, c'était la relation que nous avions et vous savez, c'est un peu difficile, je dirais, de la résumer en quelques mots. Mais si vous voulez, je peux lire ce que le premier ministre Netanyahou a dit à son sujet. Allez-y, Ruti. D'accord, j'ai besoin de mes lunettes, je ne peux pas lire ceci. D'accord, ceci vient du premier ministre Benjamin Netanyahou. Sarah et moi avons été très attristés d'apprendre le décès de notre ami Norman Podhoretz. Notre amitié a duré près d'un demi-siècle. À chaque rencontre, j'ai beaucoup appris de sa sagesse, de ses convictions profondes et de son esprit ironique. Le célèbre rédacteur en chef de Commentary, Norman, était un intellectuel influent qui a marqué des millions de personnes par son œuvre. Lui et sa défunte épouse et partenaire, Mitch Decter, ont défendu une position ferme contre les forces totalitaires qui menacent l'Amérique, Israël et toutes les sociétés libres. Norman était un patriote américain. Son amour pour les États-Unis transparaissait dans tout ce qu'il disait et faisait. De même, son dévouement envers le peuple juif dans l'État d'Israël était sans faille, tout comme sa conviction dans l'alliance indispensable entre l'Amérique et Israël qui garantissait la paix par la force. Nous adressons nos plus sincères condoléances à Ruti, John, Naomi et à toute la famille Podhoretz. J'ai trouvé cela très touchant et je l'ai lu lors des funérailles, ce qui m'a évité d'avoir à parler davantage. Pour compléter les éloges funèbres, il y en avait vraiment de très beaux. Je n'aurais jamais pu rendre justice comme eux l'ont fait. J'ai préféré lire la déclaration de Netanyahou. Alors, Ruti, je peux comprendre cela et je veux redire que tu as toute ma sympathie et mon soutien.
Je pense à tous ceux qui regardent nos podcasts. Nous te souhaitons beaucoup de force, une longue vie à toi et ta famille, et avons hâte de te voir à Jérusalem la semaine prochaine. Quand tu seras de retour en Israël à la fin de ta Shiva, alors nous ferons un autre épisode de Visage diplomatique d'Israël. Jusqu'à ce moment-là, Ruthie, je te souhaite le meilleur. Merci, Marc. À la semaine prochaine.